Alors aujourd'hui, on va commencer notre troisième chapitre concernant le système solaire. Alors, l'organisation du système solaire, elle est de la manière suivante. Donc, nous avons le Soleil, qui est une étoile moyenne, entourée de planètes, qui sont des corps célestes et qui gravitent autour de notre étoile. Nous avons les satellites qui eux-mêmes gravitent autour des planètes. Nous en comptons une soixantaine. Les astéroïdes, ce sont des corps célestes qui sont groupés, généralement en une ceinture. Ils sont disposés entre la planète Mars et Jupiter, où on peut les trouver isolés, qu'on appelle les géocroisions. Nous avons aussi les météorites, qui sont des fragments d'astéroïdes et de comètes et qu'on va trouver sur la surface de la Terre, et le milieu interplanétaire et les comètes, qui sont des corps célestes qui vont visiter périodiquement notre système solaire lorsque leur trajectoire coïncide avec le système solaire. Le milieu interplanétaire, on verra par la suite en détail, il est constitué de poussière, de cailloux, de cristaux d'eau et de gaz chaud. Donc on verra à partir de au fur et à mesure de l'avancée de ce cours, chaque notion et sa définition. Le système solaire, comme on a dit tout à l'heure, est constitué de planètes qui sont Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Pluton est une planète naine. Les 60 satellites des planètes gravitent aussi autour des planètes et constituent un mélange de roches et de glace. Alors il faudra différencier entre ce qu'on appelle une planète, entre parenthèses, une planète normale. C'est un corps céleste qui tourne en orbite autour du Soleil et qui a une forme qui est de sphère, et que durant son évolution ou sa formation, il a pu éliminer les autres corps autour de lui. C'est-à-dire que lorsqu'on pense à la gravitation universelle, dont on a parlé dans un chapitre précédent, les corps les plus, au fur et à mesure de la formation du système solaire, les planètes se sont formées par un phénomène d'attraction entre les planètes, entre les roches, les corps rocheux. Eh bien, les planètes, il y en a des planètes qui ont pu éliminer les autres corps rocheux autour d'elles, et il y en a d'autres qui n'ont pas pu. Eh bien, la planète naine, c'est un corps céleste de petite taille, en orbite autour du Soleil, qui a la forme aussi sphérique, mais qui n'a pas pu se débarrasser ou éliminer les autres corps autour de lui lors de sa formation. C'est ça ce qu'il faut retenir entre planète normale, dite normale, ou planète et planète naine. Alors, entre les planètes, nous avons une distinction. Il y a des planètes internes ou telluriques, dites aussi rocheuses, qui, durant leur évolution, ils ont perdu l'hydrogène et l'hélium, mais conservent une atmosphère importante, sauf pour Mercure. C'est ce qu'on appelle les 4 planètes internes ou telluriques. Puis nous avons des planètes externes ou gazeuses, aussi géantes. Ils sont formés de noyaux solides, rocheux ou de glace, entourés essentiellement de gaz, d'hydrogène et d'hélium.
ce sont les planètes les plus éloignées du Soleil, avec successivement Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Donc nous avons 4 planètes. Les planètes rocheuses, telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et les planètes joviennes ou géantes ou gazeuses, qui sont Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et Pluton, qui est une planète née. Alors la différence, donc on l'a dit, je le répète, donc ce sont des planètes rocheuses avec une atmosphère gazeuse, sauf Mercure, on verra pourquoi. Et les planètes géantes, ils ont une nature qui est gazeuse, plus des noyaux solides, roche ou glace. Alors, entre Mars et Jupiter, nous avons des astéroïdes disposés sous la forme d'une ceinture, ce qu'on appelle une ceinture d'astéroïdes, ceinture principale. On peut trouver dans un milieu extra-système solaire, c'est-à-dire en dehors du système solaire, des astéroïdes. Alors, on peut voir ici les différentes planètes rocheuses et les planètes gazeuses, et on peut voir les astéroïdes entre Mars et Jupiter et les astéroïdes en dehors du système solaire. Donc ça c'est la ceinture de Kuiper, et ici c'est la ceinture principale entre Mars et Jupiter. Alors les astéroïdes sont des corps rocheux et de glace de quelques kilomètres à 1000 km de diamètre. Ils sont localisés entre les orbites de planètes de Mars et Jupiter dans une région que l'on appelle la ceinture d'astéroïdes, dont je vous ai montré tout à l'heure le schéma. Et au-delà de l'orbite de Neptune, dans une ceinture appelée la ceinture de Kuiper. Donc, ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Ceinture de Kuiper au-delà de Neptune. Et là, vous avez la ceinture de Kuiper qui englobe le système solaire et l'orbite de Pluton, bien sûr, mais il faut le voir, l'imaginer dans l'espace comme une espèce d'œuf qui est entouré d'un grand œuf qui est ainsi de suite. Alors ici vous avez quelques photos d'astéroïdes qui ont pu être prises par des navettes spatiales. Ici ce sont des photos prises par l'agence spatiale américaine, la NASA, et qui représentent des objets très importants et intéressants pour la recherche scientifique au niveau de l'univers en général et au niveau de la Terre quant aux ressources naturelles que peuvent renfermer ces astéroïdes, tant au niveau des ressources minérales qu'au niveau de l'eau, et constitue aujourd'hui un objet de recherche scientifique très important. Alors vous avez ici le nuage d'or, ça c'est un schéma bien sûr, qui montre ce globe qui entoure le système solaire et qui est à l'origine de la formation ou de l'immigration de certains comètes dans le système solaire. Alors les comètes sont des astres constitués de glace et de poussière de forme irrégulière, et que à cause du chauffage dû à la radiation solaire, la comète va émettre des quantités très importantes de gaz et va produire une queue
spectaculaire à la vue. Donc, c'est ce qu'on appelle en arabe, si vous avez entendu parler, de Mudannab. Elle a une queue. Alors, l'origine de ces comètes, c'est bien sûr la ceinture de Kuiper et ou le nuage d'or. Donc, leur révolution autour du Soleil peut durer de 76 ans, comme c'est le cas de la comète de Halley, jusqu'à 2400 années lorsque il s'agit de la comète de Hale-Bopp. Donc, la révolution autour du Soleil peut durer 76 ans pour la comète de Halley, et c'est pour ça que chaque 76 ans, la comète va faire une visite et passer plus ou moins à côté du système solaire, et depuis un peu la voir. Donc ici vous avez une photo qui montre un peu la comète de Halley, qui, à cause de la radiation solaire, va avoir cet aspect de queue. Donc les 3 dernières visites de la comète de Halley remontent de 1835, 1910 à 1986. Donc, je me rappelle en 1986 de cette visite qui a été très médiatisée. Son prochain passage devrait avoir lieu le 28, selon le calcul bien sûr, les calculs, le 28 juillet 2061. Mais il faut dire bien sûr qu'en 1986, il y a eu un incident malheureux. La navette spatiale Challenger va s'envoler pour observer la comète de Halley avec une enseignante dans l'équipage qui voulait donner des cours en direct depuis l'espace, particulier pour cette comète, mais il y a eu un accident de cette navette pendant le décollage qui a tué tout l'équipage et a détruit la navette. Donc, on voit ici la provenance des comètes qui peuvent venir soit du nuage d'or, soit de la ceinture de Kuiper. Donc, vous avez ici le système solaire, la comète qui quitte le nuage d'or et qui fait sa trajectoire. Alors, également, un cliché de la comète. Alors, donc on a parlé des planètes, des astéroïdes, on a parlé des satellites. Ici, on va parler des planètes naines dont on a parlé aussi tout à l'heure. Donc, vous avez Pluton. On connaît Makemake qui est dans le ceinture de Kuiper, Haumea et Iris. Mais dans le système solaire, nous avons Pluton et nous avons aussi une autre planète qui est Cérès, on verra tout à l'heure. Donc les planètes, donc ici vous pouvez voir Neptune et Pluton. Dans la ceinture d'astéroïdes, on peut voir une planète naine qui est Cérès. Donc la planète naine, donc d'après la définition, c'est une planète de petite taille, sphérique, qui n'a pas pu se débarrasser des corps autour d'elle. C'est ce qu'on voit ici. Alors, les météorites représentent des fragments de débris qui proviennent des astéroïdes ou des comètes qui, une fois dans l'atmosphère de la Terre, vont tomber sur la surface. Et on pense bien sûr qu'une immense météorite qui a pu avoir plusieurs kilomètres de diamètre, a été derrière la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Ces êtres qui étaient les maîtres du monde il y a 65 millions d'années étaient très évolués, et il n'y a pas d'explication
qui montrent leur disparition que celle de cette météorite qui a pu frapper la Terre à ce moment-là. On pense que ça a été en Amérique latine. Le milieu interplanétaire, il inclut au moins deux constituants. La poussière interplanétaire qui correspond à des particules solides, microscopiques, et le gaz interplanétaire que l'on appelle aussi plasma et qui correspond à un courant de gaz chaud avec des particules chargées positivement ou négativement pour la plupart des protons et des électrons. Ce courant provient du Soleil et il est appelé le vent solaire. On verra l'importance et la dangerosité de ce vent solaire qui était à l'origine de la destruction de l'atmosphère de Mars, qui a fait que Mars n'est plus une planète habitable et avec une atmosphère supportable. Dans ce schéma, on peut voir un astéroïde qui rentre dans l'atmosphère terrestre et devient une étoile. C'est ce qu'on dit lorsqu'on voit une astéroïde entrer dans le système, dans l'atmosphère terrestre. Elle devient une étoile filante et lorsqu'elle tombe, on va l'appeler une météorite. Néasique, les météorites. Alors, les météorites, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont une richesse très très importante du point de vue information scientifique. Les météorites, on peut avoir du genre métallique. Ici, vous voyez sur cette photo une météorite métallique et une météorite pierreuse. Et bien sûr, on peut avoir des très petites tailles jusqu'à des tailles assez grandes, même plus grandes. Alors, les orbites des astéroïdes dans le système solaire. Donc, les planètes tournent selon des orbites bien définies. Donc, nous avons Mars, la Terre, Vénus, etc. Donc, nous avons la ceinture principale. Nous avons les Troyens. Donc, la ceinture principale, c'est la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Donc, c'est en vert. Nous avons les Troyens qui ont la même orbite que Jupiter. Donc, ce sont des astéroïdes qui tournent dans la même trajectoire que Jupiter. Et nous avons ce qu'on appelle les géocroiseurs qui ont des orbites qui croisent l'orbite de la Terre. Donc vous avez par exemple Adonis qui est une orbite qui est une astéroïde géocroiseur, et vous avez la trajectoire, l'orbite de la Terre. Donc ils vont croiser. Donc c'est pour ça qu'on parle de géocroiseur. Alors les quelques dimensions, donc on en a parlé avant, mais on continue à parler des dimensions et des limites au niveau du système solaire par rapport à l'univers. Donc ici vous avez le système solaire avec le Soleil et les planètes, la ceinture de Kuiper qui a 30 à 50 unités astronomiques. L'héliopause, c'est la zone où le champ magnétique solaire n'a plus d'action, donc les limites de l'action du champ magnétique solaire peut aller jusqu'à 120
unités astronomiques. Je rappelle qu'une unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Donc, vous avez le nuage d'or qui est aussi formé d'astéroïdes et de comètes. Il est à 10 000 à plus 50 000 unités astronomiques. Et bien sûr, on voit ici la Proxima de Centaure, qui est une étoile la plus proche du système solaire. Elle est à 4,3 années-lumière. Alors, les orbites et les rotations des planètes. Donc, pour la gravitation des planètes, toutes les planètes gravitent dans le plan de l'écliptique. Donc, le plan de l'écliptique, c'est ce plan bleu dans lequel vous avez les orbites des planètes. Sauf pour Pluton qui a une orbite qui est inclinée de 17 degrés 15 minutes. Deuxième chose, c'est que la gravitation se fait dans le sens anti-horaire si on regarde le nord du Soleil à partir du haut. Sauf pour Vénus. C'est-à-dire que tous les orbites, ils ont gravitent, tous les planètes gravitent autour du Soleil dans le sens anti-horaire. Les orbites, ils sont circulaires, sauf pour Pluton. Et les comètes, ils ont des orbites très allongées vers le milieu extra-système solaire. L'axe de rotation est presque perpendiculaire à l'écliptique, sauf pour Uranus et Pluton. Donc, par exemple, la Terre elle a un axe à peu près plus ou moins perpendiculaire par rapport à l'écliptique. Donc, il tourne sur elle-même. Toutes les planètes, ils ont une rotation à peu près perpendiculaire, sauf Uranus et Pluton. Alors, la masse du Soleil par rapport aux autres planètes, elle est de 89,85%. Les planètes, ils ont une masse de 0,13%. Et les comètes, plus les satellites, plus les astéroïdes et le milieu interplanétaire ne constituent que 0,02% par rapport à la masse totale du système solaire. On se rend compte que le Soleil occupe la masse la plus importante, ou à peu près la totalité. Donc, je reviens. Donc, voilà, ça c'est le plan de l'écliptique. L'axe de rotation, donc pour les planètes telluriques et pour les planètes gazeuses. Vous avez la ceinture d'astéroïdes. Pluton, il est incliné. Neptune aussi il est incliné par rapport à cet axe. Donc quelques caractères généraux des planètes. On retient par exemple que la densité du Soleil est de 1,41 donc grammes par centimètre cube, quand est-ce que pour la Terre elle est de 5,52. Donc on voit bien que la densité des planètes telluriques elle est élevée. Par contre, la densité des planètes, puisqu'ils sont des planètes gazeuses, elle est moins élevée. Que ici, la rotation pour le Mercure est de 58,7. Quant à la rotation pour la Terre, elle est de 24 heures, c'est-à-dire une journée. Donc bien sûr, le Soleil il a un rayon de 96 000 km. Ici, vous avez les satellites par rapport à chaque planète. Donc on verra
que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et vous avez, par exemple, pour la Terre, il a un seul satellite, Mars 2, Jupiter 16, Saturne 18, Uranus 15, et Neptune 8 et Pluton 1. Donc, ce sont les satellites ou, entre parenthèses, les lunes. Alors, ce qui est très important dans ce chapitre, qu'on va commencer aujourd'hui et on va essayer de terminer la prochaine fois, c'est que l'atmosphère des planètes telluriques, c'est le fluide gazeux qui va entourer leur surface. Alors, comment ces planètes peuvent avoir ce gaz qui est maintenu? Eh bien, par l'attraction gravitationnelle qui va entraîner cette atmosphère avec la planète. C'est-à-dire qu'une planète ne peut capturer son atmosphère que s'il possède une masse suffisante. Donc, c'est grâce à cette attraction que la Terre, Vénus, Mars et bien sûr les planètes gazeuses peuvent contenir cette atmosphère. Eh bien, pour aujourd'hui, je vais arrêter. Nous allons continuer la semaine prochaine, dans une séance prochaine, pour parler plus en détail de cette atmosphère terrestre, de cette atmosphère sur Vénus et sur les planètes dites rocheuses et les planètes gazeuses. Pourquoi la Terre elle a pu avoir cette atmosphère qui permet la vie de s'installer sur elle. Ça, c'est des questions très très importantes qu'on pourra donner des réponses par la suite. Donc, je vous remercie.